Est-ce que vous connaissez la chanson Brenda's Got a Baby, Brenda a un bébé, du rappeur Tupac? Avec l'affaire Diddy, je m'étais replongée dans la période Tupac versus Notorious, les rappeurs de la côte ouest versus les rappeurs de la côte est. Et donc, pendant mes recherches sur Diddy, j'avais découvert qu'il existait un biopic sur la vie de Tupac, intitulé All Eyes on Me. Je l'avais regardé, je m'attendais à une bouse intersidérale, comme nombre de biopics quand ça concerne des chanteurs. Mais non, pas du tout. Déjà, l'acteur principal est brillant. Grâce à lui, on est complètement immergé dans l'histoire. Il rappe super bien, enfin, du moins physiquement. Il bouge super bien sur scène. Et d'ailleurs, fun fact, le père de cet acteur avait travaillé en tant que technicien studio pour Tupac de son vivant. Pas de hasard, comme on dit. Et ensuite, la vie de Tupac en elle-même est passionnante. Et dans le film, un passage en particulier m'avait marqué. J'avais trouvé une conversation complètement lunaire. Alors, je vais vous mettre le passage, mais avant, je vous donne le contexte. À ce moment, la carrière de Tupac s'étend au grand public, après qu'il ait joué dans un film à succès et signé avec une grande maison de disques, en l'occurrence Interscope. Son album cartonne. Problème, selon Interscope, certains de ses sons sont trop sulfureux pour le grand public. Et donc, voici l'extrait. On adore ta musique, Tupac. Tu peins un tableau pour l'auditeur. Ce n'est pas toujours joli, mais c'est vrai. Ça nous donne des émotions et c'est ça que la bonne musique doit faire. J'apprécie beaucoup. Je t'en prie. Alors nous avons quelques idées à te partager. Pas grand-chose. Comme peut-être quelques pistes que nous aimerions retirer pour l'instant. Comme lesquelles? Brenda's Got a Baby. Alors vous savez qui je suis, et vous connaissez ma musique, et vous vous imaginez que je vais scraper cette chanson. Eh bien, pour dire vrai, Brenda's Got a Baby est déprimante. Elle est vraie. Comme vous disiez. Ouais, avec tout mon respect, ça part d'une fillette de 12 ans qui se fait agresser. Personne ne veut entendre ça. Ça raconte l'histoire d'une fillette de 12 ans agressée sexuellement par son cousin, qui se retrouve enceinte, qui accouche de son bébé sur le plancher d'une salle de bain, qui est forcée de plonger dans la drogue et la prostitution pour nourrir sa petite famille et qui finit assassinée en pleine rue. Niveau marketing, c'est un cauchemar. Et c'est probablement pour ça que les autres étiquettes ont passé. Le public veut entendre des choses qui le détendent. Eh bien, j'admire que vous connaissiez les paroles de la chanson. Mais aussi, parmi ce public qui préfère se détendre, il y a un public qui cherche à se faire entendre, et c'est là que j'interviens. En rapportant la vie de la rue, je veux éduquer et décrire leur réalité telle qu'elle est vraiment. D'accord? Vous savez d'où vient l'histoire de Brenda? Est-ce que vous savez d'où vient Brenda? Du New York Post, ouais. Chaque matin, je me renseigne sur cette histoire, et chaque matin, cette histoire devient plus petite et plus petite. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le ghetto, et l'Amérique blanche s'en branle totalement du ghetto. Et bien évidemment, vous pensez bien qu'il fallait que j'en sache plus. Découvrez aujourd'hui la triste histoire derrière Brenda's Got a Baby. Hello tout le monde, bienvenue sur YouCrime. Avant de commencer, on tient à remercier le sponsor du jour, Surfshark. Surfshark est un VPN qui va vous permettre de sécuriser vos informations personnelles lorsque vous surfez sur Internet. Grâce à lui, toutes vos données vont traverser un tunnel encrypté qui va permettre de garantir leur confidentialité. Donc vos photos, mots de passe ou informations bancaires sont protégées et tout ça sans que Surfshark ne conserve vos données. Et comme Surfshark dispose de plus de 3200 serveurs partout dans le monde, il va vous permettre de cacher votre adresse IP afin que vous puissiez naviguer sur Internet de manière privée et sécurisée. Et vous pourrez aussi accéder depuis la France à de nombreux contenus auxquels on n'a pas accès habituellement. Par exemple, on s'en sert pour regarder les documentaires True Crime sur le Netflix US et surtout en matière de faits divers parce qu'il y a beaucoup plus de choix sur le Netflix US. Et bien évidemment, ça fonctionne également pour Amazon Prime. Vous pouvez vous en servir pour faire votre shopping en ligne. Comme la plupart d'entre vous, on fait la plupart de nos achats sur Internet. Alors grâce à Surfshark, vous êtes protégé des fraudes parce que Surfshark protège vos informations bancaires et vous protège également des logiciels malveillants. Et bien sûr, il vous débarrasse des pubs. Mais ce n'est pas tout. Grâce à Surfshark, vous pouvez également utiliser le Wi-Fi public l'esprit tranquille. Le Wi-Fi public, c'est hyper pratique, mais c'est pas sécurisé. Et donc, grâce à Surfshark, vous pouvez utiliser le Wi-Fi public sans prendre le risque qu'on ne vous pirate votre carte bleue ou qu'on ne vole vos informations personnelles. Mais l'un des plus grands avantages de Surfshark, c'est dans l'utilisation des comparateurs de voyage. Surtout si vous êtes en train de préparer vos vacances. Surfshark permet d'éviter les augmentations tarifaires à chaque fois qu'on se connecte ou qu'on se déconnecte quand on utilise des comparateurs de voyage. Et ça permet de faire énormément d'économies. Donc vous pouvez prendre le temps de planifier vos vacances et de trouver des hôtels, des vols et des billets de train au meilleur prix.
Nous, à chaque fois qu'on a utilisé Surfshark pour nos vacances, on a fait très grosses économies. Que ce soit sur les billets d'avion, de train, sur les chambres d'hôtel. Et grâce à ces économies, eh bien, on se fait une enveloppe sympa pour faire le plein d'activités pendant nos vacances. Mais le plus important, c'est qu'en plus d'être un excellent VPN, Surfshark a aussi un excellent rapport qualité-prix et il a beaucoup plus d'avantages que les autres VPN du marché. Et vous pouvez l'utiliser sur autant d'appareils que vous voulez et ce, en même temps. Donc si vous comptiez prendre un VPN, allez jeter un œil à celui-là parce que pour ce prix, il est vraiment imbattable et vous aurez 4 mois supplémentaires gratuits. Je vous laisse le lien en barre d'infos, www.surfshark.com/youkrim. Mais vous pouvez aussi scanner le QR code qui s'affiche à l'écran. Et bien évidemment, comme toujours, vous avez une garantie de remboursement de 30 jours, comme ça vous pouvez le tester, vous faire votre propre avis et si vous changez d'avis, vous êtes remboursé. Donc n'hésitez pas à le tester, vous ne le regretterez pas. À l'époque, j'avais pas trouvé grand-chose sur cette Brenda, si ce n'est que c'était effectivement une histoire vraie. J'avais pas poussé plus que ça mes recherches, je galérais un peu, donc j'avais laissé ça de côté. Et puis récemment, j'y ai repensé. On va donc reprendre tout ça ensemble dans le cadre d'un format Vortex. Et le principe, c'est que je vous emmène avec moi dans mes pérégrinations, voilà, au fur et à mesure de mes recherches, on va avancer ensemble jusqu'à reconstituer le puzzle complet. Donc voilà les questions que je me suis posées au départ. Déjà, je voulais savoir si l'histoire de Brenda était vraie. Bon, ça, j'y avais déjà répondu toute seule à l'époque. Oui, elle est vraie. Ensuite, je voulais connaître cette histoire dans ses moindres détails. J'avais juste trouvé des bribes d'infos par-ci par-là. Et enfin, je voulais savoir si ce qui était dit dans le biopic au sujet de Brenda était vrai. J'avais lu des commentaires de passionnés concernant le biopic qui se plaignaient que la vie de Tupac n'était pas retracée assez fidèlement, soit que des passages étaient romancés, soit carrément inventés. Et si j'ai bien appris une chose lorsque j'étais adolescente, c'est que les fans de Tupac, croyez-moi, ils ne blaguent pas, ce sont de véritables encyclopédies. Donc je voulais savoir ce qui était vrai de ce qui était faux. Allez, c'est parti, on commence. Alors résumons un peu les choses. Selon le biopic, Tupac a été marqué par un fait divers qu'il avait lu dans le journal. D'ailleurs, fun fact, on apprend dans le film que sa mère l'obligeait à lire des journaux dès son plus jeune âge, au motif que le savoir, c'est le pouvoir. Et ça, avouez que c'est vrai. Dans l'extrait, Tupac résume rapidement l'histoire de Brenda, explique comment, malgré l'horreur des faits, l'affaire était vite tombée dans l'oubli. N'en voir qu'un minuscule article en bas de page du New York Post, en toute fin de journal, l'avait révolté. Alors doit-on comprendre en filigrane que c'était sans doute à cause des origines de Brenda, tant sociale, elle est pauvre, qu'ethnique, elle est afro-descendante? Moi je pense que oui. Ce contexte donc est-il vrai ? Ou a-t-il été romancé? Je vais donc commencer par le commencement en me replongeant dans les paroles de la chanson, dont voici les passages les plus importants. J'entends que Brenda a un bébé. Eh bien, Brenda n'est pas encore mûre. Une putain de honte. La fille ne peut même pas encore épeler son nom. C'est pas notre problème, c'est celui de sa famille. Brenda ne connaissait pas vraiment sa mère et son père était un junkie. Il avait des dettes plein les bras, c'est triste. Parce que je parie que Brenda ne sait même pas que, juste parce que vous êtes dans le ghetto, vous ne pouvez pas grandir ou évoluer. Brenda a son propre petit ami. Son petit ami était son cousin. Elle a essayé de cacher sa grossesse à sa famille. Maintenant, Brenda voit que son ventre devient de plus en plus rond. Mais personne ne voit de changement sur son visage. Elle a 12 ans et elle a un bébé. Amoureuse d'un agresseur qui l'a rendue folle et elle pense qu'il restera toujours avec elle. Elle rêve d'un monde où les deux seront ensemble. Il l'a quittée et elle a accouché d'un bébé toute seule. Elle l'a fait sur le sol de la salle de bain et ne savait pas s'il fallait le jeter ou le garder. Pourquoi le garder? Elle a enveloppé le bébé et l'a jeté à la poubelle. Je pense qu'elle croit qu'il allait juste disparaître. Elle n'entend pas les pleurs. Elle ne s'est pas rendue compte combien ce bébé comptait à ses yeux. Maintenant, le bébé est dans les poubelles. Sa mère ne peut pas l'aider, mais ses blessures l'appellent. Brenda veut partir. Maintenant, elle doit faire sa propre vie. Elle ne peut pas aller chez sa famille. Ils ne la laisseront pas rester. Sans argent, sans babysitter. Elle ne peut pas trouver de travail. Elle a essayé de vendre du crack, mais elle s'est faite violer. Alors maintenant, quel est le prochain boulot? Il n'y a rien d'autre que la vente de ses charmes. Elle voit le sexe comme un chemin vers l'enfer. Cela lui permet de payer le loyer. Donc, elle ne se plaint pas vraiment. Une prostituée est trouvée morte. Brenda est son nom. Elle a un bébé. Baby, ne savais-tu pas qu'elle avait un bébé? Donc, selon les paroles, c'est l'histoire d'une enfant de 12 ans amoureuse de son cousin, qui l'a manipulée pour coucher avec, avant de lâchement l'abandonner une fois enceinte.
Elle a jeté le bébé, puis s'est tournée vers la prostitution pour survivre avant de se faire tuer. Bon, voilà en substance. Sachez qu'à ma première tentative, il y a des mois de ça, j'avais trouvé qu'une toute petite partie de l'histoire. Et là, en réessayant, j'ai remarqué que la première suggestion Google, c'était un subreddit. Je me suis dit, bon, allez, allons y jeter un œil. Vous imaginez bien que c'est pas sur Reddit que je documente mes affaires. Mais comme j'avais galéré la première fois, je me suis dit que le mieux à faire, c'était de changer de technique. Donc j'ai cliqué et j'ai eu raison, puisque très rapidement, je suis tombée sur un commentaire qui propose un lien supposé raconter la vraie histoire de Brenda. J'ai cliqué, donc c'est un article en anglais. Il est intitulé « La véritable histoire de la fille qui a inspiré Brenda's Got a Baby » de Tupac. L'article a été écrit par un certain H.A.E. et posté sur le site rockthebells.com en date du mercredi 7 septembre 2022 et qui est accompagné de la photo d'un article de journal de l'époque. Donc on va le lire cet article et sans pause et puis on débriefe. En 1990, près de 400 filles de moins de 15 ans ont eu des enfants à New York. 675 autres ont eu recours à l'avortement, mais une grossesse en particulier a fait la une des journaux. Le 27 mars 1991, une fillette de 12 ans a donné naissance à un petit garçon dans le Noble Drew Ali Plaza, un complexe privé de 385 familles subventionné par le gouvernement fédéral à Brownsville. Note de la rédaction, nous avons choisi de censurer le nom de la victime dans cet article. Après sa naissance, le bébé de 2,7 kg et 280 grammes a été enveloppé dans un sac de course et placé dans une poubelle murale de 30 cm d'envergure. La jeune mère est ensuite allée à l'école. Elle était scolarisée en 6e au collège Thelma G. Hamilton sur Rockaway Avenue au sein d'une classe spécialisée. L'école n'avait pas été facile pour elle. Elle avait redoublé le CM1 et préféré jouer à la corde à sauter et au coco-lévio, donc c'est une forme de jeu de chat, avec des enfants plus jeunes qu'elle parce qu'ils étaient plus à égalité intellectuellement avec elle. L'homme d'entretien MacArthur Williams venait de commencer à travailler à 8 h du matin. Il alluma les lumières, mit en route le compacteur de déchets et mit de la musique country pour couvrir le bruit du métal qui rongeait le carton. À 9h45, il entendit un bruit aigu et étouffé provenant du compacteur et plus exactement d'un sac de course Job Lot. Est-ce un bébé ou un chat ? S'est-il demandé. Williams a appelé 2 autres employés afin de confirmer ses soupçons selon lesquels quelque chose se trouvait à l'intérieur du compacteur à déchets. Complètement convaincus, ils ont appelé le 911. Le sergent Philippe Insardi a répondu à l'appel. Il est arrivé, il a regardé à l'intérieur du compacteur à déchets avec une lampe poche et a vu de minuscules orteils sous un journal plié. Le bébé avait toujours son cordon ombilical, il avait les feuilles dans les yeux et était couvert de sang séché. Le sergent Insardi, étrangement immobile, était persuadé que le bébé était mort, mais lorsqu'il toucha son ventre glacé, le bébé replia ses jambes en position fétale. Insardi l'a enveloppé dans son manteau et l'a bercé pendant son trajet vers l'hôpital de Brookdale, où les médecins ont estimé que le bébé était né vers 3 h du matin et qu'il était fort probable que sa mère vive dans le complexe. En se basant sur l'état du nourrisson, il pense qu'à l'aube, elle a décidé de se débarrasser de son fils. Malgré les débuts tumultueux du petit garçon, les infirmières ont été soulagées de découvrir que son problème médical le plus urgent était l'hypothermie, alors qu'elle tentait d'augmenter sa température corporelle et qu'elle lui donnait du lait. Elles ont surnommé le petit garçon Trevor. La mère de 12 ans avait enduré en 12 ans plus de souffrances que beaucoup d'autres n'en ont jamais enduré au cours de toute leur vie. Près de 9 ans plus tôt, le 20 octobre 1982, le gaz avait commencé à remplir l'appartement familial situé au 3e étage du 657 W108 Street dans le quartier de Brooklyn House à Canarsie. Malgré des températures automnales agréables pendant la journée, la température extérieure est descendue à moins de 10 degrés. En conséquence, la famille de 5 personnes, Anne Stevens, 67 ans, Lydia Perry, 22 ans, Brenda, 4 ans, Willie, 2 ans et Frédéric, 10 mois, a dû utiliser le four pour se chauffer. La température a été réglée à 260 degrés et la porte du four a été laissée ouverte, tandis que les fenêtres, nouvellement installées, étaient restées fermées. La veille, le conseil municipal avait adopté un projet de loi qui poursuivrait en justice les propriétaires qui ne fourniraient pas le chauffage et l'eau chaude à leurs locataires,
À l'époque, le Code de la santé publique exigeait que les appartements soient à au moins 20 degrés entre 6 h du matin et 22 h et à 13 degrés entre 22 h et 6 h. Et si la température extérieure descendait en dessous de 4 degrés entre 22 h et 6 h, le propriétaire était dans l'obligation de fournir le chauffage. À 21 h, Pauline Mounet, une voisine, a déclaré avoir senti une odeur de gaz alors qu'elle sortait les poubelles. Elle a aspergé le hall avec un déodorisant et rentré dans son appartement. Une autre voisine, Victoria Jones, a également senti une odeur de gaz et a décidé d'appeler la police après avoir entendu Brenda pleurer. Elle a supposé que la fillette de 4 ans faisait un cauchemar. À l'arrivée des policiers, personne n'a répondu. Derrière la porte, on entendait la voix d'une fillette qui disait qu'elle ne savait pas comment ouvrir la serrure. Après lui avoir expliqué comment déverrouiller la porte, les policiers sont entrés dans l'appartement 3C. Les corps d'Anne Stevens, Lydia Perry, Willie et Frédéric ont été découverts à 16 h. Anne Stevens était dans son lit, Lydia et Frédéric Perry dans un autre, et Willie était sur le sol. Pouf, bébé, mais attendez, il avait quel âge déjà, Willie? 2 ans. Bébé. Ils étaient morts par asphyxie en inhalant du monoxyde de carbone provenant du four après l'extinction de la veilleuse, et tous les 4 avaient plus de 60% de monoxyde de carbone dans le sang. Brenda était transportée à l'hôpital du comté de Kings et son état de santé est jugé acceptable. Les autorités pensaient qu'elle était la seule survivante car elle se trouvait dans une partie de l'appartement qui contenait une poche d'air. Après l'enterrement de sa mère, de ses frères et de sa grande-tante, Brenda est allée vivre avec une autre grande-tante, Gladys Perry, qui aimait boire de la bière au parc avec d'autres femmes, tout en bavardant sur les événements du quartier. Gladys a eu sa fille, Barbara Ann, avec un cousin germain, Marvin, ce qui a fait d'elle une sorte de paria sociale parmi le voisinage. Ses autres enfants, Clarence, surnommé Turtle, Roger, surnommé Bouddha, Kemal, surnommé Kemo, et Denise étaient issus de relations avec des pères différents. À l'adolescence, Barbara Ann et Clarence avaient tous deux succombé à la toxicomanie. Clarence avait été une star montante du basket au lycée avant d'abandonner ses études en première et de se tourner vers la vente de marijuana. Ce n'était pas un grand dealer, il avait commencé à consommer de l'herbe à l'âge de 7 ans et fumait désormais 1 once de marijuana par jour, ce qui le rendait léthargique et démotivé. Il passait la plupart de son temps dans l'appartement de sa mère à regarder des dessins animés pendant que les plus jeunes allaient à l'école. Le 27 mars, vers 7 h 40, une habitante du complexe Noble Drew Ali, une certaine Heidi Dolores Champagne, s'est rendue au domicile des Perry pour récupérer son petit ami, Curtis, qui s'y endormissait parfois. Brenda, aujourd'hui âgée de 12 ans, a répondu. « Elle m'a semblé bien », a déclaré Champagne au New York Daily News. Elle portait un jean et repassait ses autres vêtements d'école dans la chambre de Gladys Perry. Naturellement mince, elle avait récemment pris l'habitude de porter un grand manteau, même en classe. Si certaines filles de son âge avaient développé des formes généreuses, la plupart s'accordaient à dire que Brenda avait encore une allure très enfantine. Une autre voisine, Darlene, est également venue. Elle et Brenda allaient toujours à l'école ensemble. Darlene a 8 ans. Les deux partaient à 8 h du matin, Marlène s'arrêtant à l'école publique 41 et Brenda se dirigeant vers Thelma D. Hamilton. Lorsque le bébé a été retrouvé, le gérant de l'immeuble, Victor Zilbar, a pensé que l'enfant pouvait appartenir à 2 familles du complexe, une famille un peu de, si vous voulez, de cassos, quoi. Et l'une des deux, c'était les Perry, qui étaient connus pour leur voix nasillarde. À leur sujet couraient des rumeurs d'inceste, et elle était la cible principale de Zilbar. Lorsqu'il s'est adressé à Gladys Perry, elle a nié que sa nièce avait accouché. Mais après avoir inspecté la salle de bain, elle n'a pas pu nier l'odeur du sang. Elle a pensé qu'une semaine auparavant, Brenda avait joué avec les enfants d'un voisin et avait déclaré qu'elle pourrait être mère un jour. Gladys avait mis ça sur le compte d'un caprice d'enfant. Maintenant, elle devait se demander si sa nièce n'avait pas été secrètement enceinte et qu'elle n'avait pas accouché alors qu'elle travaillait comme emballeuse de bouteilles en plastique chez Admiral Plastics Corps à Canarsie. La police a rendu visite à Brenda à l'école, bien qu'elle ait d'abord nié avoir accouché. Elle a admis plus tard que le bébé était le sien. Il appartiendrait au juge du tribunal de la famille de décider si elle pouvait être remise à des proches en attendant son procès, ou bien placée dans une famille d'accueil, ou dans un foyer de groupe,
ou envoyé au centre pour mineurs de Spofford dans le Bronx. Le lendemain matin, à 8h10, un passant a interpellé le sergent Timothy Farrell et lui a montré un homme assis sur le toit du complexe de 6 étages de Noble Drew Alley. Il s'agissait de Clarence Perry. Il était agité et menacé de sauter. « J'ai un problème avec le bébé », a-t-il crié. Lorsque la police est arrivée, il a avoué être le père du bébé et a été amené à l'hôpital Brookdale où il a été placé sous surveillance pour risque de « j'ai envie d'en finir ». Ceux qui étaient dans l'entourage de Clarence Perry, ceux qui connaissaient tous les sombres secrets de la famille, ont dit qu'ils n'en savaient pas plus. Dans la famille Perry, il n'y avait pas de frontière entre l'amour familial, l'amour filial et l'amour romantique. Perry a été inculpé de viol au 2e degré et d'abus sexuels. La fillette de 12 ans n'a pas été inculpée en échange de sa coopération contre son cousin. L'affaire a attiré l'attention nationale, mais Brenda's Got a Baby de Tupac, dans l'album Tupacalypse Now, a finalement servi de rappel viscéral de cette histoire. Tupac Shakur tournait le film Juice en 1992. Bon, là, je vous le précise tout de suite, petit aparté, non, c'est en 1991. Lorsqu'il a entendu parler dans le journal de cette histoire pendant une pause déjeuner, il a invité son partenaire à l'écran, Omar Epps, dans sa caravane. Omar Epps a déclaré, il a commencé à me rapper cette chanson. Elle ne savait pas quoi jeter et quoi garder. Elle a enveloppé le bébé et l'a jeté à la poubelle. Brenda's Got a Baby. Clarence Perry a plaidé coupable de viol sur mineur et a été condamné à 6 mois de prison et 5 ans de probation. Pas beaucoup. Les procureurs ont déclaré avoir accepté un arrangement afin d'épargner à la victime d'avoir à témoigner. En août 1991, une histoire similaire a émergé à Brooklyn. Celle d'une certaine Melanie Cummings, 19 ans, qui a accouché dans la cage d'escalier d'un ensemble de logements de Coney Island, puis qui a laissé tomber le bébé dans une poubelle murale et qui a atterri dans le compacteur de déchets 10 étages plus bas. Voilà, on en apprend déjà beaucoup plus, déjà sur le profil et l'histoire de Brenda, sur les faits également, et comment aussi Tupac a découvert l'histoire sur le tournage donc de Juice. Or, souvenez-vous, dans le biopic, il est dit que c'était là un énième article que lisait Tupac sur l'affaire qu'il connaissait déjà. Je vous rappelle ce qui est dit dans le biopic, je cite « Chaque matin, je me renseigne sur cette histoire et chaque matin, elle devient de plus en plus petite. » Et enfin, on apprend également que l'histoire de Brenda n'est pas un phénomène isolé, comme dit dans le biopic d'ailleurs, c'est en quelque sorte une Brenda parmi tant d'autres. Poursuivons avec cette fois la photo qui accompagne l'article Rock the Bells. C'est l'extrait d'un journal sur toute une page datant du 21 avril 1991. C'est un mois presque jour pour jour après l'accouchement de Brenda, qui a eu lieu le 27 mars 1991. On peut voir en photo l'agent d'entretien, MacArthur Williams, qui se tient à côté de la poubelle où a été retrouvé le bébé. Le titre est le suivant. Son premier moment de terreur, c'est lorsque sa famille a été tuée par des émanations de gaz. Le second, c'est lorsqu'elle est devenue mère à l'âge de 12 ans. Et enfin, on peut voir que l'extrait provient du journal Le Daily News. Donc ce n'est pas l'article que Tupac a lu sur le tournage, puisqu'il est dit dans le biopic qu'il s'agissait du New York Post. Et cet extrait du Daily News est situé en bonne place, page 7, et bénéficie tout de même de toute une page. Donc c'est vraiment pas mal. Il est aussi dit dans l'article Rock the Bells, je cite, « Une grossesse en particulier a fait la une des journaux nationaux. On est donc loin du petit encart de rien du tout dont parlait Tupac. C'est une pleine page et un mois après les faits, ce qui est énorme. Mais comme cet article de journal a l'air d'être la suite de l'histoire de Brenda, puisqu'il date d'un mois après son accouchement, peut-être qu'un mois plus tôt, il n'y avait effectivement eu qu'un minuscule article dans le journal, ou alors peut-être que c'est le décès de Brenda qui a relancé l'affaire, ou bien l'instruction de cette affaire qui peut-être n'avait auparavant presque quasiment pas été traitée par les médias. Et à ce stade, force est de constater que les sources se contredisent un peu. Quant au passage, une grossesse en particulier a fait la une des journaux, on rappelle quand même que l'article de Rock the Bells date de 2022. Donc, ça a peut-être été le cas rétrospectivement, une fois que Tupac a popularisé cette affaire avec sa chanson. Qui sait? En tout cas, ce qui est dit dans l'article d'époque a été repris dans l'article de Rock the Bell, donc inutile de se répéter. Voilà, c'est un bon début, mais on ne sait toujours pas ce qu'il est advenu de Brenda, et donc de son bébé Trevor. Je suis donc retournée sur le subreddit pour tenter d'en savoir plus, et j'ai trouvé plusieurs commentaires intéressants concernant la genèse de la chanson.
Le premier commentaire est le suivant, je cite. « Tupac a lu l'histoire dans sa caravane lorsqu'il tournait Juice, mais il n'a pas écrit la chanson avant la fin du tournage des semaines plus tard parce qu'il était contrarié que l'histoire n'est qu'une petite section à la fin du journal et que personne ne s'en soucie d'en parler plus que ce petit article. Il a voulu faire la lumière sur l'histoire et sur des histoires similaires à celle de Brenda. » L'autre commentaire dans la même veine est le suivant. Tupac Shakur tournait le film Juice lorsqu'il a entendu parler de l'affaire dans le journal. Pendant une pause déjeuner, il a invité son partenaire à l'écran, Omar Epps, dans sa caravane. Et ce commentaire est accompagné d'un lien. Mais avant de cliquer dessus, j'ai fait quelques recherches sur Juice. Je pensais me souvenir que dans le biopic, c'est justement grâce au film Juice, dont Tupac était l'un des acteurs principaux, que le grand public l'avait découvert. Un public bien plus large que ses habituels fans de rap/hip-hop. Et que c'est grâce à lui qu'il avait ensuite pu signer avec Interscope, la maison de disques. Et donc voilà ce que j'ai trouvé sur Juice. Il est dit que le film a offert son premier rôle à Tupac à l'âge de 19 ans. On peut faire une pause et rappeler qu'avant ça, Tupac était scolarisé dans une école d'art, le lycée Baltimore School for the Arts. Avec qui? Eh bien avec sa meilleure amie, encore inconnue à l'époque, la fameuse Jada Pinkett, qui deviendra plus tard la femme de Will Smith. Et donc j'ai trouvé ça assez fou que les deux aient pu percer dans le showbiz, chacun de leur côté. C'est dire le talent de ces deux-là. Et je m'étais pas mal d'ailleurs renseignée sur leur relation, Tupac, Jada Pinkett. Et c'est une relation qui a toujours été décrite comme amicale, les deux étant même des meilleurs amis. Mais certaines sources et déclarations d'ailleurs de Jada Pinkett laissaient penser que Jada avait peut-être, elle, des sentiments amoureux pour Tupac, sentiments qui n'étaient pas réciproques et qui a donc laissé place à une relation amicale solide qui perdurera dans le temps jusqu'à la mort de Tupac. Et d'ailleurs, sur ce sujet, sachez qu'au moment de réunir des images pour le montage, je suis tombée sur 7 vidéos et je vous avoue que je n'avais jamais entendu parler de cette théorie avant. Je vous mets l'extrait. That gangster rap was intentionally encouraged, and then they found some people that were just straight up actors to play this role of a gangster, and one of those people is obviously Tupac. So let's just watch this footage. You may forget this. Tupac was an actor, and I'm pretty sure he was not a heterosexual actor either on the basis of this clip. Take a listen. I'm most like my mom because I'm arrogant, totally arrogant. I agree, I have to say it. Like at work, I can't hold a job. I just quit my job today actually because I wanted to come and do this and they wouldn't let me. And I felt like it was important, and it was more important than serving pizza, and we had enough people. So I felt like since I'm an actor, they should understand. They should have let me do it, but they didn't. And then I had a cold, so they were making me work in a freezer. And I'm really not one to be disrespected, and I felt like that was disrespectful because I asked to go, you know. So I quit, and he told me I couldn't quit, and that even made me hyper. I'm arrogant, so when he told me I couldn't quit and we had all these customers, I chose that time to jump on a soapbox, grab my leather jacket, light a cigarette in front of him, smoke, and leave in the middle of a rush. So that was natural. That's arrogance at the top. That's I think I'm most like my mother, and she likes it. She'll see it in me and know it. And we clash a lot because I'm arrogant, she's arrogant, and you should see us when we get in our little attitude moves. Alors, Tupac gay. Je vous avoue que les recherches que j'avais faites sur Diddy indiquaient plutôt le contraire, que Tupac avait refusé les avances de Quincy Jones et de Diddy lui-même. Il était même en couple avec la fille de Quincy et de la vie générale. C'était une vraie relation, donc je n'en sais rien. Était-il gay? Était-il hétéro? Était-il bi? Quel est le vrai du faux? Je sais pas. Je vous pose ça là. À vous de vous faire votre propre avis sur la question. Reprenons. Juice a été un succès commercial et critique, dépeignant avec un certain réalisme la vie dans les quartiers, ce qui n'était pas aussi courant qu'aujourd'hui à l'époque. Et en gros, le film parle d'une bande de copains de quartier qui va tout essayer pour gagner le respect dont il rêve. L'un d'eux, Harlem Bishop, joué par Tupac, ne recule devant rien, mais pour son ami Quincy, incarné par Omar Epps, il va trop loin. Quincy va tout faire pour mettre un terme à la folie de Bishop, et je cite, « Les conséquences seront terribles pour les 4 jeunes hommes ». Et donc dans ce film, Omar joue le gentil et Tupac le méchant. La fiche Wikipédia du film indique qu'il est sorti en salle le 17 janvier 1992 et qu'il a été tourné courant 1991. Et c'est bien courant 91, en mars, que l'affaire de Brenda s'est déroulée. Enfin, il y a une affaire dans l'affaire. La première, c'est la naissance du nourrisson et la deuxième, c'est le meurtre de Brenda. Donc bon, déjà, on est sûr que Tupac a probablement, effectivement découvert l'histoire de Brenda pendant qu'il tournait Juice.
Mais pourtant, c'est pas ce que dit le biopic. Maintenant que j'en savais plus sur Juice, je pouvais enfin cliquer sur le lien qui accompagnait le commentaire Reddit. C'est un extrait de 49 secondes d'une interview d'Omar Epps, l'acteur qui incarne Quincy dans le film. Il était alors âgé de 17 ans. Voici l'extrait. Je me souviens du jour où Tupac a écrit Brenda's Got a Baby. On commençait tôt le matin, il avait plein de journaux, on parlait et il lisait les journaux. Et quelqu'un, je veux pas être macabre, mais une femme avait jeté son bébé à la poubelle. Ce qui, vous savez, était assez courant à New York. Et c'était bizarre que ce soit courant. Et ça l'a secoué toute la journée. Il n'arrêtait pas d'en parler. Alors à l'heure du déjeuner, il était là, vient dans ma caravane, et il a commencé à rapper un son dessus. Et 2 ou 3 mois plus tard, son album sort, et je vois le clip, et je me dis « Hé, c'est le morceau qu'il avait rappé !» J'ai juste pensé que c'était incroyable. C'est de l'art réel, du vrai art. Donc si Omar Epps dit vrai, la chanson Brenda's Got a Baby est sortie seulement 2 ou 3 mois après que Tupac ait lu l'histoire de Brenda dans le New York Post. Donc, j'ai en toute logique fait des recherches sur la chanson ainsi que l'album dont elle est extraite. J'ai découvert que Brenda's Got a Baby est issue du premier album de Tupac, Tupacalypse Now, enregistré entre septembre 90 et octobre 91, et sorti le 12 novembre 1991. J'ai également appris que la chanson Brenda's Got a Baby est sortie en CD single promotionnel 1 mois avant la sortie de l'album, donc aux alentours du 12 octobre 1991. Le clip, quant à lui, a été tourné le 7 janvier 1992. Bon, déjà, je me suis rendu compte que je m'étais trompée. Non, ce n'est pas Juice qui a permis à Tupac de signer avec une grande maison de disques, puisque le film a été tourné et est sorti bien après que Tupac ait commencé les enregistrements studio de Tupacalypse Now. Et décrocher d'importants contrats à un si jeune âge, 18-19 ans, tant dans le domaine de la comédie que de la musique, avouez que c'est quand même impressionnant. Mais que voulez-vous? C'est le talent, voilà. Et sachez que les paroles des chansons de Tupac sont même étudiées au sein d'universités prestigieuses. Bref, résumons donc ces dernières sources. Tupac aurait découvert l'histoire de Brenda pendant qu'il tournait Juice, tournage qui a eu lieu en 1991, je n'ai pas trouvé de date exacte. La chanson Brenda's Got a Baby sort à peu près le 12 octobre 1991. Omar précise qu'elle est sortie 2 ou 3 mois seulement après que Tupac ait parlé de l'histoire sur le tournage. Donc si on enlève, disons 3 mois au 12 octobre, date de la sortie de Brenda's Got a Baby, ça veut dire que Tupac a découvert l'histoire de Brenda à peu près entre le 12 juillet et le 12 août 1991, soit 4 à 5 mois après l'accouchement de Brenda, puisqu'elle a accouché le 27 mars 1991. Et comme dans sa chanson Tupac indique que Brenda est morte, ça veut dire qu'elle serait morte entre le 21 avril 91, date à laquelle l'article du Daily Mail qu'on a lu précédemment est sorti, et dedans il n'est fait mention nulle part de la mort de Brenda. On peut donc en toute logique penser qu'elle n'était pas encore morte au moment de la parution de cet article, et le 12 juillet 91, date approximative, à laquelle Tupac a lu l'histoire sur le tournage de Juice. On peut étendre cette période à septembre 91, date à laquelle la chanson est sortie. Bon, j'ai quand même enlevé quelques semaines en tenant compte du temps d'impression des CD. L'étau se resserre encore. Par déduction, on peut dire que Brenda est morte soit dans un laps de temps de 3 mois après son accouchement, soit hypothèse numéro 2, dans un laps de temps de 6 mois après son accouchement. Ce qui signifie qu'elle a perdu la vie à 12 ou 13 ans et que sa déchéance a été extrêmement rapide. Et puis c'est seulement à ce moment que je me suis rendu compte, en passant d'un onglet de recherche à un autre, qu'il y avait non pas une, mais 2 photos de journal dans l'article de Rock the Bears. J'étais tellement concentrée sur le texte et sur le premier extrait de journal que je l'avais zappé. Et pourtant, avouez que c'est difficile de le rater. Ça m'étonne pas de moi, hein, j'ai un trouble de l'attention. Et c'est à cause de ce genre de faute d'inattention qu'il m'arrive de perdre énormément de temps quand je traite un sujet. Bref, donc il s'agit là d'un autre extrait de journal. On peut voir ici en zoomant qu'il s'agit du journal NY. Peut-être, enfin, le fameux article du New York Post de Tupac, je ne sais pas. C'est un article situé en page 6 qui occupe quand même toute une page. Il date du 19 avril 91, soit 2 jours avant l'extrait du Daily News, et toujours pareil, environ 1 mois après l'accouchement. Et cette fois, on a la photo du fameux cousin. L'article est intitulé « Des regrets pour avoir saccagé sa vie, mais les ennuis ont été le lot du père du petit enfant ». On le voit en photo, il est indiqué qu'il est âgé de 21 ans et qu'il est inculpé pour avoir V sa cousine. En dessous, il y a une photo de MacArthur Williams qui pose à côté de la fameuse poubelle. On peut lire que Clarence a manipulé sa cousine de 12 ans
qu'en aucun cas il n'aurait pu imaginer que cette histoire se finirait comme elle s'est terminée. Au détour d'une expertise psychiatrique, il a déclaré que sa, entre gros guillemets, relation avec sa cousine avait ruiné sa vie. Il a raconté comment il était devenu un grand consommateur d'herbe dès l'âge de 7 ans, qu'il a abandonné l'école à l'âge de 16 ou 17 ans. Il raconte aussi comment le crack a détruit 2 de ses frères et sœurs et les ravages qu'il faisait à l'époque à Brooklyn. Beaucoup de ses voisins étaient tombés dedans. Clarence est décrit comme petit, mince, mais musclé. Il a également déclaré au psychiatre qu'il n'avait pas l'intention de commettre un crime, que oui, il a eu des rapports sexuels avec sa cousine, mais que c'était, je cite, pas le genre de rapport qu'on a avec sa petite amie. Voilà. Et que c'était juste, je cite, des family feelings. Des sentiments fraternello-familiaux, on va dire. En gros, c'est pas de l'amour romantique, c'est de l'amour familial. Pour justifier ses dires, il explique que les deux n'ont même jamais passé une seule nuit ensemble. C'est dire à quel point il prenait sa cousine pour un mouchoir qu'on utilise et qu'on jette une fois qu'on a trop utilisé. Dans tous les cas, ce n'est jamais de sa faute. Il dit que c'est juste arrivé, c'est tout. Ensuite, il y a un rappel des faits concernant l'accouchement, mais avec plus de renseignements. Il est dit que Brenda a enveloppé le bébé, puis qu'elle l'a placé dans un sac plastique avant de le jeter dans la poubelle murale située au rez-de-chaussée de son immeuble. Elle habitait alors au 4e étage d'un housing project. On a déjà appris à ce stade qu'il s'agit là d'un groupe de maisons ou d'appartements fournis par le gouvernement pour les familles à faible revenu, et que c'était en l'occurrence le Noble Drew Ali Plaza, un complexe privé de 385 familles. Voilà, on apprend également que quelques heures après son accouchement, Brenda était partie au collège avec ses amis, comme si de rien n'était. Elle était scolarisée en première année de collège. En France, c'est la 6e. Le bébé, quant à lui, a glissé jusque dans le sous-sol, où se trouvait le bac de la poubelle murale. Et c'est le jour suivant, the next day, qu'il a été trouvé par le fameux William, qui a été attiré par ses hurlements. Remarquez encore une fois que les sources se contredisent. Avant, il était indiqué que le bébé avait été retrouvé quelques heures après avoir vu le jour, ce qui me semble plus cohérent que d'avoir été retrouvé carrément le lendemain. Je pense pas qu'il ait survécu 24 heures dans ce compacteur d'ordures. Mais bon, c'est possible. Moi, je crois vraiment à la première version, quelques heures plus tard. D'ailleurs, c'est ce que j'ai vu le plus. Petit aparté, d'ailleurs, avouez que c'est quand même un miracle qu'il ait survécu toutes ces heures, déjà, et que rien de trop lourd n'ait été jeté à la poubelle pendant ce laps de temps où il était dans le compacteur. Bref, les policiers sont aussitôt arrivés sur les lieux pour enquêter et c'est le lendemain de la découverte que Clarence a été retrouvé par un agent de sécurité en service en train de divaguer alors qu'il était sur le toit de son immeuble. En l'occurrence, le même immeuble où a été retrouvé le bébé. Il menaçait de sauter. Le gardien de sécurité a alors appelé la police et c'est à l'arrivée des policiers qu'il a avoué être le père du bébé retrouvé la veille et qu'il a aussitôt été arrêté. Puis est ensuite rappelé le contexte et la genèse de l'affaire, la mort de la famille de Brenda dans les émanations de gaz alors qu'elle n'avait que 4 ans. Il est ensuite dit qu'à la suite de cet incident, elle a grandi au sein d'une famille marginalisée dont les relations sont comparées à des relations faulkneriennes. Alors j'ai cherché ce qu'étaient des relations faulkneriennes. J'ai lu que c'était une expression tirée du nom de l'écrivain William Faulkner, prix Nobel de la paix et éminent écrivain, dont les œuvres se déroulaient dans le comté fictif de Yoknapataufa. Voilà. Il y fait référence aux conditions de vie difficiles et au traitement injuste de la population afrodescendante dans le sud ségrégationniste du 19e siècle. Il aborde des thèmes complexes tels que les tensions raciales et le fardeau de l'histoire. Selon l'écrivain, l'amour et la guerre signifient toute expérience, les noirs toute endurance. Ils incarnent l'injustice, une dignité arrachée au quotidien. Voilà, j'ai pas trouvé de définition exacte, mais tout ça nous donne une bonne idée quant à ce que sont les relations faulkneriennes. Mais une idée seulement, voilà. Donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous savez précisément ce que ça signifie. Ensuite, il est précisé dans l'article qu'il régnait au sein de la famille Perry un climat incestueux qui semblait se transmettre de génération en génération. Ensuite, il est dit que la famille Perry est rongée par une extrême pauvreté, par la drogue. C'est une famille précaire qui a dû faire face à des problèmes de logement, la plupart des membres ayant également quitté l'école prématurément. Avec la date exacte de l'incident des gaz toxiques, donc le 20 octobre 82, j'ai pensé à établir l'âge de Brenda. Voilà, comme elle avait 4 ans à ce moment-là, ça signifie qu'elle est née en 1978 et que donc elle aurait eu à ce jour, aujourd'hui en 2025, 47 ans. C'est jeune. Ensuite, il est indiqué qu'elle a été placée chez sa tante après l'incident et non sa grande-tante, comme on l'a lu précédemment. Donc encore une fois, les sources se contredisent. Donc si c'est sa tante, j'imagine qu'on parle de la sœur de sa mère, puisqu'il n'est fait mention nulle part du père de Brenda, sans certitude. Et si c'est sa grand-tante, ça veut dire que Gladys est la tante
de la mère de Brenda. Il est dit que Gladys habitait alors avec ses 6 enfants, dont Clarence. On n'en a pas encore parlé, mais avouez que c'est glauque. Ça veut dire que Brenda vit avec son cousin depuis qu'elle a 4 ans. Et si elle avait 12 ans quand lui en avait 21, ça veut dire que quand elle en avait 4, Clarence en avait 12. On peut donc légitimement se poser la question de savoir quand ont débuté les abus. Je doute qu'ils aient débuté à ses 12 ans, non. Je pense pas qu'il a attendu autant de temps pour s'en prendre à elle. Il l'avait sous le nez tous les jours depuis ses 4 ans. Et ce qui a fait qu'il s'est fait prendre, c'est quand elle a commencé à avoir ses règles et qu'elle est tombée enceinte. Bref, ensuite, il est dit que la famille Perry était considérée par leurs voisins comme un clan très soudé, opaque, voilà, qu'ils étaient considérés par leurs voisins comme étranges. Ils étaient marginalisés par leurs voisins jusqu'à être comparés à des, je cite, parias. Il est dit que certains des membres, dont Gladys, parlaient même de manière bizarre, peu commune. C'était, je cite, un grincement nasal avec un flux de paroles très rapide, ce qui faisait qu'on les surnommait les lézards. Je comprends pas très bien ce passage. En tout cas, on peut comprendre par là que certains des membres de la famille ne s'exprimaient pas très bien. Ça devait être un vocabulaire assez pauvre, puisqu'imaginez que ce sont leurs voisins, donc des familles elles aussi très précaires, qui disent ça. Donc ça veut dire que les Perry devaient être un cran au-dessus en termes de pauvreté de langage, différence de langage. C'est la raison pour laquelle, quand le bébé a été retrouvé dans la poubelle, beaucoup se sont dit, et je vais être cru, obligé, c'est les cassos du 4e. Puis il est dit qu'un climat incestueux ajouté aux grossesses précoces des femmes du clan, couplé à des relations alambiquées, duraient depuis bien des années. Gladys était elle-même une mère adolescente. Elle a eu un enfant avec son cousin direct, Marvin. C'était une fille du nom de Barbara Ann. Quant à Brenda, elle est issue d'une relation entre sa mère, alors âgée de 18 ans, et le petit ami de Gladys, donc soit sa sœur, soit sa tante. Bon, d'accord. Vous savez, dans la vie, si on n'apprend pas aux enfants, aux petits, au sein d'une même famille, que ça c'est bien et que ça c'est pas bien, ils vont pas le deviner tout seuls. Vous êtes en train de leur insuffler comme ça que certains comportements sont normaux. Exemple, des comportements incestueux. Donc je pense que là, en l'occurrence, c'est un très bon exemple de ce que l'on appelle des familles incestueuses. Ensuite, il est dit que Brenda s'est très vite attachée à sa tante Gladys lorsqu'elle l'a accueillie chez elle et qu'elle l'a rapidement appelée maman. Brenda est décrite comme mince, calme et adorable. Il est indiqué qu'elle a redoublé le CM1. Au moment des faits, elle était dans une classe spécialisée, une classe pour les enfants qui apprennent lentement. Elle jouait souvent avec des camarades bien plus jeunes qu'elle. Alors, est-ce qu'on parle d'un retard d'apprentissage suite à des difficultés d'apprentissage, ou est-ce qu'on parle d'un retard mental, je dirais congénital? Parce que c'est pas la même chose. Voilà, dans un premier cas, ça a tendance et ça peut se réguler avec le temps, et dans un second cas, non, c'est pas parce qu'on n'est pas bon à l'école qu'on n'est pas intelligent. L'école, c'est quoi? C'est, du moins, les premières années, avant les études supérieures, c'est apprendre des choses et les recracher, c'est tout. Donc, retard d'apprentissage, c'est très différent d'un retard mental. Puis il est indiqué que même si son ventre s'était pas mal arrondi, traduction, Brenda était probablement à un stade avancé de sa grossesse, et bien qu'elle jouait malgré tout à des jeux de corde à sauter et à d'autres activités physiques du genre dans la cour de sa résidence sociale avec les autres enfants de la résidence. Et comme les autres enfants du complexe, elle ne quittait jamais le Housing Project, sauf pour faire des courses au dépanneur au bout de la rue. Donc, Brenda vivait un peu en vase clos avec sa famille, qui était elle-même dans un autre vase clos, en l'occurrence le Housing Project. Voilà, c'est une mise en abîme de vase clos. Il est dit que le Drew Ali Plaza Complex avait la réputation d'être le complexe le plus mal famé de tous les autres complexes de la ville. Donc là, on parle de New York, Et dans New York, il y a énormément de quartiers. L'un des bâtiments du complexe était même devenu un coin de deal très connu et très fréquenté. Quant à l'accès à la cour, elle a longtemps été contrôlée par les dealers. Et il y avait aussi régulièrement des homicides au sein même du complexe. Il est aussi dit que 2 ans plus tôt avaient été embauchés des Black Muslims, donc musulmans noirs, pour assurer la sécurité du complexe et qu'ils avaient repris la cour aux trafiquants de drogue. Donc, j'ai regardé ce qu'étaient les Black Muslims. J'ai vu qu'ils étaient désormais appelés les BMN. C'est un collectif qui, je cite, facilite les connexions à fort impact qui servent les musulmans noirs de New York dans leur quête d'avancement personnel et communautaire. Donc, des gros bras du collectif étaient venus dégager les dealers. Il est également dit que le mardi précédant la parution donc de cet article, des coups de feu avaient retenti. Les enfants du complexe s'étaient mis à courir partout pour se mettre à l'abri pendant que leur mère, paniquée, hurlait aux fenêtres.
Ce sont des conditions de vie très difficiles quand même. Le manager du complexe a déclaré que la plupart des familles étaient monoparentales, la plupart du temps il y avait juste la mère, et que la plupart des adultes du complexe étaient sans emploi, et ceux qui avaient la chance de décrocher un boulot n'étaient embauchés que sur de courtes périodes. C'est comme ça, hein, les discriminations à l'embauche. Surtout dans les années 90, je me dis que ça devait être légion. Gladys, 49 ans, a quant à elle un emploi stable. Alors, petite parenthèse, on a son âge là, voilà. Elle a 49 ans. La mère de Brenda est morte à 22 ans. Brenda a passé 8 ans chez elle, ce qui fait qu'au moment de la mort de la mère de Brenda, Gladys avait 41 ans. Ce qui me fait penser que Gladys était la tante de la mère de Brenda. Le cas contraire, si c'est la sœur de la mère de Brenda, ça veut dire que les deux avaient quand même un écart d'âge assez conséquent, hein, pour des sœurs, en l'occurrence 20 ans, et que donc la mère de Brenda a eu Brenda à 18 ans avec le petit ami donc de Gladys, alors que Gladys était âgée de 37 ans. C'est pas fifou, hein, tout ça. Il est dit que Gladys travaille de nuit dans une usine de bouteilles plastiques. Des voisins ont déclaré que son emploi, de nuit et en décalé, ne lui laissait que peu de temps pour s'occuper et surveiller ses enfants. La conséquence, c'est qu'ils sont tombés, pour la plupart, dans la drogue et la déchéance. Le premier à être tombé dedans était l'aîné de Gladys, à savoir Daryl, qui avait pourtant autrefois la réputation d'être le plus brillant de la famille. On pensait qu'il allait avoir un avenir prometteur, mais c'est devenu un consommateur régulier de crack. La deuxième a été Barbara Ann. Quant aux 4 autres, ils sont décrits comme toujours borderline. Il est dit que Denise, l'une des filles de Gladys, a récemment quitté le domicile de sa mère avec sous le bras ses 2 enfants en bas âge pour rejoindre un foyer pour sans-abri de Manhattan. Manhattan qui est un quartier de New York. Quant à Roger, surnommé Bouddha, il a un travail dans le bâtiment et habite toujours chez sa mère. Et enfin, Kemal, le petit dernier, était toujours scolarisé. Puis il est précisé que Clarence, qui est le deuxième plus jeune de la famille, était à la tête d'un business donc de vente d'herbe. Ses voisins le surnommaient la tortue à cause de sa petite tête ronde, de ses petites oreilles, de sa coupe et de la forme de son visage. Il ressemblait à une tortue selon eux. Il avait l'habitude d'offrir des bonbons et des jouets aux enfants du complexe. Alors, au début, j'ai trouvé ça mignon. Et puis après, je me suis dit, bonbons, prédation, je ne sais pas. Mais j'avoue qu'instinctivement, c'est pas à ça que j'ai pensé. Il est dit que sa vie tournait littéralement autour du complexe, de son business et de son propre appartement. Tiens. Est-ce qu'il avait son propre appartement dans le complexe ? Je pense pas, puisqu'on avait vu précédemment qu'il passait ses journées donc à fumer et à regarder des dessins animés chez sa mère, alors que les autres vaquaient à leurs occupations, donc je ne pense pas. Vous voyez toujours à quel point quand même c'est compliqué quand les affaires sont anciennes de démêler le vrai du faux. Ça demande énormément de recherche et parfois il faut simplement se positionner. Il est dit qu'il a abandonné l'école en première alors qu'il était scolarisé à la High School of Telecommunication et a ensuite tenté sa chance dans une école de commerce, donc toujours au lycée. Il a rapidement abandonné aussi et puis il s'est lancé en tant que bricolo, voilà, homme à tout faire. Il a déclaré qu'il a passé la plupart de son temps sous influence, que ce soit l'alcool ou l'herbe, qu'il consommait sous sa forme la plus puissante et il en consommait pas moins de 1 once par jour, soit 28 grammes. Donc, j'ai fait des recherches pour savoir à quoi pouvait correspondre 1 once par jour. Et j'ai vu que selon les chercheurs, un consommateur régulier fume 1 once en 2 semaines, voire 1 mois. Imaginez, ça veut dire que Clarence fumait en 1 jour ce qu'un consommateur régulier fume en 2 semaines, 1 mois. C'est de la folie. Clarence a indiqué qu'il ne consommait rien d'autre et que pour rester en forme, il faisait du basket et l'article est coupé en plein milieu. Voilà. Il est dit en toute fin d'article qu'il se sentait incompris, que les gens le voyaient comme quelqu'un de mauvais, alors que c'est faux. Il dit qu'il n'est pas mauvais. Voilà pour l'article. On a appris encore plus de choses, mais je voulais, à ce stade, pour vraiment me mettre dans la peau de Brenda, en savoir plus sur son environnement, non pas familial. Ça, je trouve qu'on sait déjà assez de choses, mais je parle de son quartier. Avec ce qu'on vient de lire, on peut déjà imaginer le genre de quartier malfamé que c'était. Et ce que je savais déjà, c'est que le Brooklyn des années 90, c'est pas du tout celui d'aujourd'hui, qui s'est par endroits radicalement embourgeoisé. Donc j'ai tapé sur le moteur de recherche « Histoire de Brownsville ». Donc il est dit que c'est un quartier résidentiel de l'Est de Brooklyn, à New York, qu'il compte 53 300 habitants selon un recensement de 2010 et qu'il est passé à 128 369 habitants en 2019. Donc la population a littéralement explosé en même pas 9 ans. Fondé en 1858, Brownsville était initialement une colonie composée d'ouvriers d'usines juifs. Le quartier a subi un changement démographique majeur dans les années 50 qui a vu un afflux de résidents afro-américains. Depuis la fin du XXe siècle, Brownsville a toujours eu l'un des taux de pauvreté et de criminalité les plus élevés de tous les quartiers de la ville de New York. Waouh! Parce que dans New York, il y a aussi le Bronx et d'autres quartiers
du genre, quoi. En 1970, la population de Brownsville était à 77% noire et à 19% portoricaine, et ça laisse donc 4% au reste asiatique, j'imagine en majorité caucasien, etc. Waouh, je ne savais pas qu'un tel pourcentage pouvait exister. Le quartier a acquis une réputation de violence et de pauvreté similaire à celle de South Bronx, une réputation qui a persisté tout au long du XXIe siècle. Bon, c'est la zone, hein, c'est le Bronx bis de l'époque, mais à ce stade, j'étais pas encore tout à fait satisfait. Voilà, j'avais entendu parler de la situation dans les années 2000, dans les années 50, 70, mais pas tout à fait dans la période qui m'intéresse, à savoir les années 90. J'ai donc fait une autre recherche qui m'a conduit cette fois vers le site Quora, que je vous conseille. Le principe du site Quora, c'est que vous posez une question et que les gens y répondent, et ça peut être n'importe quelle question, comme celle-ci. Je vais vous la lire. Voilà, un utilisateur a demandé: à quel point le quartier de Brownsville à Brooklyn est-il effrayant? Et un utilisateur résume assez bien les choses. C'est un certain Gérald, originaire de New York, qui indique avoir vécu dans le Bronx pendant 20 ans. Et son commentaire date de 2020 et il dit, je cite, « Je vais donner mon avis sur la question en tant que natif de Brownsville, Brooklyn, il y a 40 ans de cela. Dieu merci, j'ai pu sortir de là. Brownsville est un endroit effrayant, mais c'est encore plus effrayant pour quelqu'un qui n'est pas de là. Je me souviens d'un homme blanc qui allait voir son ami noir à Van Dyke Project, donc ça doit être un autre housing project. Il était environ 23 h et je suis sortie pour faire des courses et je l'ai vu par terre, pratiquement inconscient. Je savais qu'il avait été volé, alors je l'ai aidé à se relever et je l'ai ramené chez lui. Une autre chose que j'avais vue dans la ville est une mère qui rentrait chez elle avec ses 9 enfants et qui s'est fait tirer dessus. C'est vraiment triste. Je la garde toujours dans mes prières, car nous sommes allés à la même école vers 1980. Brownsville n'est plus aussi malfamé de nos jours, mais ce n'est toujours pas un endroit agréable à visiter. Un autre commentaire a attiré mon attention, c'est celui de Dr. Buckner, qui dit « Il y a de la violence entre gangs, et elle augmente en été, mais elle augmente aussi en cas de guerre des gangs, et de nombreux malades mentaux errent dans le quartier. » C'est un vrai ghetto, quoi. C'est littéralement, dans les années 90, c'était littéralement une no-go zone. Ce qui signifie, pour résumer un peu les choses, que Brenda a grandi dans l'un des coins les plus malfamés des États-Unis, du pays tout entier, qu'elle a perdu sa famille dans un accident, qu'elle a été vée par son cousin, peut-être dès l'âge de 4 ans, qu'en plus elle fait partie d'une famille incestueuse, c'est-à-dire une famille, comme je vous le disais, on n'apprend pas en fait, qu'on n'a pas de relation intime entre soi. Il est donc légitime de se demander, c'est ce que je me suis demandé, si Clarence a été le seul de la fratrie à toucher à Brenda. Rappelons qu'il a 3 frères, Daryl, Roger, Kemal. Qui sait? Si on l'a pas appris à Clarence, on l'a sans doute pas appris à ses grands frères. Mais ce n'est qu'une hypothèse. Il faut quand même être un peu zinzin pour s'attaquer comme ça à une enfant. Et Brenda n'a fait nulle part état d'autres abus. Donc moi je serais tentée de penser que non. Mais on peut quand même se poser la question. Donc elle tombe enceinte, cache sa grossesse, jette le bébé et tout ça sans compter qu'elle est tombée dans la prostitution, qu'elle est morte à l'âge de 12 ou 13 ans. C'est plus les malheurs de Sophie à ce stade. C'est princesse Sarah. Je trouve qu'elle a eu un destin cruel. Mais bon, encore une fois, à ce stade, il n'est fait mention nulle part du meurtre de Brenda. Alors, je suis retournée sur mon thread Reddit afin d'en savoir plus et malheureusement, je n'ai rien trouvé d'autre. À ce stade, je me suis dit, bon, Lila, va relire les paroles de la chanson de Tupac, histoire de te la remettre en mémoire, histoire de savoir ce qui est dit sur Brenda concernant sa mort. Donc je rappelle le passage. Maintenant, le bébé est dans les poubelles. Maintenant, Brenda doit faire sa propre vie. Elle ne peut pas aller chez sa famille sans argent, sans babysitter. Elle ne peut pas trouver de travail. Elle a essayé de vendre du crack, mais elle s'est faite violer. Alors maintenant, quel est le prochain, alors je sais pas quoi, prochaine étape, prochain boulot? Il n'y a rien d'autre que la vente de ses charmes. Elle voit le sexe comme un chemin vers l'enfer. Cela lui permet de payer le loyer, donc elle ne se plaint pas vraiment. Une prostituée est retrouvée morte et Brenda est son nom. Elle a un bébé. Ne savais-tu pas qu'elle avait un bébé? Et à ce stade, je me disais, mais il manque une énorme partie quand même de l'histoire. Je vous ai passé les autres sources que j'ai vues, je vous ai mis que les plus importantes. Donc à ce stade, allant de source en source, je me suis demandé si tout ça était vrai. Et je commençais à douter qu'elle soit morte. Je commençais à envisager l'éventualité que peut-être que Tupac avait modifié la fin de l'histoire afin de la rendre plus sensationnelle. Mais j'avais quand même vu aucune update concernant Brenda, dans le cas où elle n'était pas encore en vie. Rien. Elle est littéralement aux abonnés absents, elle disparaît en même temps que son histoire. Mais ce serait aussi logique, puisque son identité n'a jamais été révélée, et j'imagine qu'elle aurait pu tout aussi bien préférer rester à l'écart des médias. Elle aurait pu se manifester, hein. Il y a quand même une chanson de Tupac à son sujet, une chanson qui est encore aujourd'hui considérée comme l'une de ses chansons les plus notables. Bref, un peu désespérée, je me suis intéressée au clip. Normalement, je vous ai mis des captures d'images. Mais à ce stade, je l'avais encore jamais vu.
Et là, je vois quoi? Que la vidéo commence par « basée sur une histoire vraie ». On te dit comment ça basé. Donc bon, alors je vous dis pas le clip en fait, c'est exactement en image ce que dit Tupac dans sa chanson. Donc j'ai recherché un petit peu basé sur une histoire vraie, c'est-à-dire, et c'est là que j'ai lu, je cite, bien que les personnages eux-mêmes soient fictifs, Shakur a écrit la chanson après avoir lu dans le journal une histoire selon laquelle une fille de 12 ans tombait enceinte de son cousin et essayait de jeter le bébé à la poubelle. Bon, ça veut tout et rien dire. Et puis j'ai eu une fulgurance. À ce moment-là seulement, après des heures et des heures et des heures, je me suis dit mais Lila, voyons, tape directement Clarence Petty en barre de recherche vu que maintenant t'as son identité. J'y avais pas du tout pensé. Mes recherches en tapant histoire, Brenda's Got a Baby, Tupac, histoire vraie, me menaient, enfin je tournais en rond, mais là je me suis dit avec Clarence Petty, Gladys Petty c'est sûr, et là, Eureka, c'est pas une blague je vous jure, je tombe directement sur un article qui est exactement comme Tupac l'avait décrit. C'est un tout petit encart dans le coin d'une page. Enfin, j'avais trouvé l'article du tournage, je suis persuadée que c'est celui-là. Persuadé. Il est en date du 29 mars 1991, soit 2 jours après les faits. Et il est intitulé « Une enfant mère dans les griffes de New York ». Et il reprend, en l'occurrence, la vie de Brenda. J'ai trouvé que c'était une merveilleuse trouvaille, même si elle n'apporte aucune information supplémentaire. Bon, me voilà encore une fois de retour à la case départ. Alors, ne trouvant rien d'autre, je suis partie voir sur TikTok. Voilà, moi, je fais confiance aux passionnés de Tupac. J'ai cliqué sur une chaîne spécialisée et j'ai trouvé un récent TikTok émanant d'une chaîne spécialisée intitulé « La véritable histoire qui se cache derrière Brenda's Got a Baby » sur la chaîne hip-hop des années 90. Et il date de 2023, donc je me dis, bon, j'aurai toute l'histoire, c'est bon. Et il nous en apprend un peu plus. Tout dans cette chanson était nouveau, parce qu'à cette époque, soit on faisait des chansons sur la fête, soit des musiques de gangsters agressives. Mais Pac a lu l'histoire, et il a été tellement ému par elle qu'il a écrit la chanson. Ce TikTok date de 2023, et souvenez-vous, l'article Rock the Bells date, lui, de 2022. Il était indiqué qu'il avait bénéficié de mise à jour, et donc, révélation, enfin, ça veut dire ce que ça veut dire, et non. Brenda n'est pas morte assassinée. En réalité, l'histoire de Brenda se termine avec la condamnation de Clarence. La vente de substances, son agression pendant qu'elle essayait de vendre des substances, le fait qu'elle ait vendu ses charmes et le fait qu'elle soit morte assassinée n'avaient jamais existé. Et il m'a fallu 12 heures de recherche pour me rendre compte de ça. Sacré Tupac. Il doit bien se marrer de là-haut. Il m'a littéralement fait tourner en bourrique et je me suis dit, il est fort ce Tupac quand même. Chapeau l'artiste. Voilà, fin du vortex. Je pense qu'on a enfin toutes les réponses à nos questions. Donc, la chanson, le clip et le biopic se sont basés sur l'histoire bien réelle de Brenda, mais beaucoup de choses relèvent de la fiction. Déjà, ce n'est pas une histoire d'amour comme il est dit dans la chanson. Brenda n'avait pas de sentiments pour son cousin. Elle a simplement été agressée par son cousin. Alors depuis quand, encore une fois, on ne sait pas. Elle n'a pas vendu de crack, pas prostituée, bon ça je vous l'ai dit. Elle n'a pas non plus gardé le bébé quand il a été adopté. Et la légende qui veut que, je cite, Tupac a écrit la chanson après la fin du tournage, car il s'est dit contrarié par le fait que l'histoire n'avait qu'une petite section à la fin du journal et que personne ne se souciait d'en parler plus loin que ce petit article. Eh bien, elle est fausse, puisqu'il connaissait déjà l'histoire, comme il est dit d'ailleurs dans le biopic. Biopic qui dit donc la vérité, puisque Tupac parle de moins en moins d'articles sur le sujet qu'il suivait de près. Donc la réalité, c'est que Tupac voulait attirer plus encore l'attention sur l'histoire de Brenda, oui, mais en modifiant l'histoire, il, je pense, en plus de vouloir attirer l'attention sur toutes les Brenda du monde grâce à Brenda, je pense qu'il voulait également s'adapter à d'autres histoires similaires. Dans le cadre de Brenda, c'est de l'inceste, mais il y a énormément de jeunes filles de l'âge de Brenda qui se faisaient manipuler sans pour autant qu'il y ait de liens familiaux. Et tout ça sans compter, les amis, que je me suis rendu compte que j'avais mal lu un passage de la toute première source, en l'occurrence l'article Rock the Bells, qui m'aurait évité de tourner en rond comme ça. Je vous le dis. D'ailleurs, j'ai fait exprès de le modifier quand je vous l'ai lu la première fois, histoire que vous ayez ce suspense. Voilà, l'idée c'est de me suivre et d'avancer avec moi. Il est dit que l'affaire a attiré l'attention nationale, mais la version romancée de ce qui s'est passé, telle que relatée dans Brenda's Got a Baby de Tupac, a finalement servi de rappel viscéral à la véritable histoire. Voilà. Encore une fois, tout était sous mes yeux depuis le début. Mais je regrette pas. Je regrette pas d'être allée de source en source. Voilà, Vortex terminé. Fiou, quelle aventure. Je sais tout. Et vous aussi. Et là, en temps normal, j'aurais remis toutes ces informations dans l'ordre et j'aurais écrit l'histoire. Mais dans le cas présent, j'ai trouvé ça bien plus intéressant de vous faire vivre les sensations que j'ai vécues au fur et à mesure de mes recherches.
Et petit cadeau avant de se quitter, regardez la petite pépite que j'ai trouvée au moment de chercher des images pour ma vidéo. J'ai trouvé à la toute fin de mes recherches, tout était écrit, je suis tombée dessus par hasard. C'est une vidéo qui a été postée sur la chaîne Life is Lyrical et voici quelques extraits. Tout d'abord un appel vidéo, on a une personne en ligne, bonjour, bienvenue à l'émission, comment t'appelles-tu? Yo, quoi de neuf mec? Yo, j'ai une question, tu sais cette vidéo que t'as faite quand tu as jeté ce bébé à la poubelle? Ouais. Qu'est-ce qui t'a inspiré à faire cette chanson et cette vidéo? Je lisais le New York Post quand je faisais le film Juice, et c'était cette histoire. Ça a commencé comme une grande histoire sur cette famille qui est morte parce qu'ils n'avaient pas de chauffage, et ils ont laissé le gaz allumé, et tout le monde est mort sauf cette fille. Un jour, nous étions sur le plateau, on filmait ici à Harlem, et une femme avait jeté son bébé à la poubelle. Et on était... Mais d'où on vient? C'est triste à dire, mais c'était plutôt normal. C'était dans les journaux, et il était juste là, genre, je n'arrive pas à croire qu'elle ait fait ça. Et à l'heure du déjeuner, il était là, genre, yo, viens dans ma caravane. Et il a commencé à me débiter ses rimes. Et 6 mois plus tard, son album est sorti. Et j'ai entendu Brenda's Got a Baby. J'étais abasourdie parce que j'étais pas assez conscient pour savoir ce qui se passait. C'est là que j'ai compris la grandeur de Tupac. Et ça s'est passé sur le tournage de Juice. Quand Brenda avait 4 ans, toute sa famille de 5 personnes, composée de sa mère, de ses frères et de sa grand-tante, ont été tués par un empoisonnement au monoxyde de carbone provenant d'une cuisinière à gaz. Cuisinière qu'ils utilisaient pour se réchauffer. Et la seule raison pour laquelle Brenda a survécu, selon les autorités, c'est parce qu'elle se trouvait dans une partie de l'appartement qui contenait une poche d'air. Les procureurs ont accepté un accord de plaidoyer afin que Brenda, dont le vrai nom n'a pas été donné parce qu'elle était mineure, n'ait à témoigner. Brenda ne serait pas inculpée en échange de sa coopération. On pense que Brenda a été placée en famille d'accueil, bien que cette décision soit rendue par le tribunal familial. On ne sait pas grand-chose de ce qui lui est vraiment arrivé après cette épreuve. Tupac a modifié le reste de l'histoire en ajoutant la partie où elle succombe à la prostitution. Personne n'a remarqué qu'elle était enceinte. Je me suis dit, mince, c'était dans les journaux depuis plus d'1 semaine. Mais l'histoire devenait de plus en plus petite et je me suis dit, c'est très important, c'est plus important que The Juice. Pour moi, c'était plus important que The Juice. Et en ce moment, personne n'en parle. Aucun homme noir ne parle des femmes noires comme nous devrions le faire. Nous devons assumer davantage de responsabilités envers nos sœurs. Car si nous ne le faisons pas, qui le fera? Qui le fera? Qui le fera? Voilà. Est-ce qu'on peut dire que la boucle est enfin bouclée? Je pense. Et pour une fois, tout est bien qui finit bien, puisque, bon, au-delà de la famille de Brenda, mais concernant l'histoire de Brenda, eh bien, personne n'est mort, surtout pas le petit Trevor. Hurrah! Espérons qu'ils aillent bien. Je me demande ce qu'il est advenu de Brenda, si son placement l'a d'une certaine manière sauvé, si elle a réussi à avoir une belle vie, qui sait à sortir du quartier, on ne sait pas. C'est tout pour aujourd'hui, les amis. Comme toujours, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez apprécié notre travail, à nous suivre si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous dis à très vite sur YouCrim pour une autre triste histoire, les amis.